Merci. Vous m'entendez bien? Oui, je n'ai pas besoin de toucher au micro, parfait. Bon, peut-être deux mots pour... D'abord, merci d'être là. Moi, je suis très contente d'avoir cette occasion de parler avec vous et de vous écouter, puisqu'on va avoir un assez bon temps de questions aussi. Pour me présenter en deux mots, je n'étais pas destinée à être sociologue. J'ai fait des études purement littéraires, mais comme beaucoup de femmes de ma génération, qui avaient participé au mouvement féministe dans les années 70, en particulier autour des questions du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, auquel j'ai participé. Plus largement, j'avais participé aussi à des revues. Il y avait des revues dans le mouvement féministe des années 70. Et donc, comme un certain nombre de femmes de ma génération, quand cette période militante s'est un peu achevée, on va dire dans les années 80, début des années 80 à peu près, je me suis dit que j'allais réinvestir mon intérêt pour la question de la place des femmes, les rapports de sexe, le sentiment que j'avais que nous étions en train de vivre le début d'une révolution des rapports hommes-femmes qui n'avait pas eu d'exemple dans l'histoire de l'humanité avant nous, que j'allais réinvestir donc cet intérêt dans un travail. Alors j'ai beaucoup de collègues qui sont devenus historiennes, comme Michel Perrault, qui sont devenus philosophes, comme Geneviève Fraisse, qui sont devenus anthropologues, comme Agnès Fine, par exemple, ou d'autres. Et moi, donc, je me suis tournée vers la sociologie parce que je voulais étudier en particulier ce que les progrès de l'égalité des sexes allaient transformer dans les représentations et le vécu de la famille. Le mouvement féministe des années 70, il était très anti-famille. À l'époque, d'ailleurs, on disait mort à la famille. Il y avait même un intitulé célèbre, s'intitulait La mort de la famille. Et en même temps, nous voyons bien que nous continuions, en tout cas c'était mon cas, à être attachés à la famille, à vouloir constituer nous-mêmes des familles, mais qui seraient certainement différentes de celles de nos parents. Ma mère, par exemple, avait fait des études longues. Elle avait fait HEC jeune fille, elle était née en 1920, elle avait fait HEC jeune fille et les langues orientales. Mais quand elle s'est mariée avec mon père, qui était un jeune professeur de philosophie, eh bien, elle a arrêté son métier. Elle est devenue mère au foyer. Elle a élevé 4 enfants. Et puis, quand nous avons tous été indépendants, elle a, comme on disait à l'époque, retravaillé, c'est-à-dire qu'elle a retrouvé un travail salarié qu'elle n'avait en fait jamais, à peu près jamais pu avoir. Donc ce qui me paraissait important, c'est que mes parents avaient finalement vécu comme les gens de leur génération, la génération qui a fait des enfants juste à l'après-guerre. Et donc, ils avaient trouvé évident d'avoir cette partition des rôles entre eux, l'homme qui travaille, qui rapporte l'argent de la maison, la mère au foyer, etc. Alors même que ça n'intéressait pas tellement ma mère, d'ailleurs, ces questions-là. Elle trouvait que c'était assez embêtant. Ça n'avait aucun intérêt pour les questions domestiques. Mais elle l'a fait. Mais en même temps, mes parents trouvaient logique et certain que leurs 3 filles ne vivraient pas comme notre mère. Ils ont trouvé évident qu'on fasse des études, comme ils l'avaient fait eux-mêmes, mais surtout qu'on travaille après, qu'on ait une indépendance financière. Donc vous voyez, la génération, je dis ça pour ne pas caricaturer, la génération de mes parents est une génération qui a changé avec le temps et qui, dans les années 60-70, a évolué avec la nouvelle génération en pensant que les choses à l'avenir se passeraient différemment. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était, entre autres, de voir qu'est-ce que ça allait changer dans la famille. Et à l'époque, c'était pas évident, donc, parce que les féministes se méfiaient de la famille. On disait, mais la famille, au fond, c'est ce que les hommes ont trouvé de plus démoniaque pour obtenir un travail gratuit des femmes et un asservissement de celles-ci, avec en plus leur collaboration empressée, valorisée par l'amour, etc. Et donc, il y avait beaucoup de méfiance à l'égard de la famille. Je me disais, il faut arriver à comprendre ce qui se passe dans la famille quand elle est organisée non plus par la puissance maritale, la puissance paternelle, mais par un principe d'égalité des sexes. Et donc j'ai commencé à faire ce travail et j'ai fait ma thèse sur ce sujet et progressivement je me suis rendu compte qu'il ne suffisait pas
d'étudier des changements, il fallait peut-être aller au-delà, essayer de comprendre comment on pouvait penser en général cette question de l'égalité des sexes. Ça ne va pas de soi. On a l'impression que l'égalité des sexes, c'est très simple. On sait à peu près ce que c'est tous. C'est que même on ait les mêmes droits, qu'on soit homme ou femme, les mêmes opportunités, qu'il n'y ait pas des façons de s'épanouir qui soient réservées à un sexe plutôt qu'à l'autre. Donc c'est un refus donc d'un partage du monde entre un monde masculin et un monde féminin. C'est un refus, c'est une volonté de mixité. Moi, j'ai vécu, par exemple, je pense que certains d'entre vous ici aussi, dans un temps où il y avait l'école des filles, l'école des garçons. Moi, j'ai été dans des collèges de filles, des lycées de filles, jusqu'au bac. Et donc, vous voyez, c'est à la fois tout récent et c'est un autre monde que celui que connaissent mes enfants ou mes petits-enfants, pour lesquels la mixité est d'emblée une valeur liée à l'égalité des sexes. Alors, donc, j'ai continué à faire tout un ensemble de travaux sur les changements actuels des relations entre les sexes, en particulier dans la famille et la vie privée. J'ai travaillé sur les familles sur le divorce, le rapport entre divorce et émancipation des femmes. J'ai travaillé sur les familles recomposées, les transformations de la filiation. J'ai travaillé sur les rapports entre les personnes séropositives et leurs proches et la question de la confidence qu'on fait de la maladie, du soutien qu'on veut avoir envers ses proches. J'ai travaillé sur les nouvelles technologies de la reproduction, la procréation médicalement assistée, les nouvelles ouvertures de celle-ci après... j'ai travaillé sur le mariage pour tous et ensuite sur la procréation médicalement assistée et plus récemment sur les transformations du permis et de l'interdit en matière sexuelle. J'ai publié un livre récemment qui s'appelle « Moi aussi », donc la traduction de MeToo, la nouvelle civilité sexuelle. Donc vous voyez que je travaille sur des sujets qui sont assez chauds, on va dire, sur lesquels il y a beaucoup de polémiques quelquefois, ou dans lesquels les féministes ne sont pas forcément d'accord entre elles. Il y a des polémiques à l'intérieur du mouvement féministe sur des questions importantes comme justement la prostitution, le port du voile à l'école, le port du voile en général, à l'école en particulier, tout un ensemble de sujets récemment sur les questions de la transidentité. Est-ce que les personnes trans sont par exemple, est-ce que les femmes trans sont des hommes qui veulent concurrencer les femmes, etc., etc. Donc il y a des tas de sujets qui sont difficiles, qui sont l'objet de polémiques. Alors la particularité de mon approche, c'est que je me défie en quelque sorte de l'idée que le rôle des sociologues, ça serait de vous dévoiler quelque chose que vous ne connaissez pas. Souvent, le sociologue se présente comme ça. C'est le cas de Pierre Bourdieu dans son livre « La domination masculine ». Il dit « Le sociologue va vous dévoiler la réalité des mécanismes sociaux qui nous agitent à notre insu ». Et donc, c'est ce qu'il prétend faire. Il emploie ce terme de « dévoiler » dans ce livre « La domination masculine », comme s'il tirait un rideau et qu'on allait voir la mécanique des déterminismes sociaux qui nous agitent à notre insu. Alors, moi, je n'ai pas du tout cette perspective. Je pense, après les grands ancêtres de l'école française de sociologie, comme Durkheim, Mauss, mais également aussi des auteurs de sociologie compréhensive, comme Max Weber, que nous n'avons pas à dévoiler quoi que ce soit, ça n'est pas notre travail. Ce que nous avons à faire, c'est moins un travail de dévoileur qu'un travail d'opticien. Alors, opticien, c'est un mot que j'emprunte à Marcel Proust, parce que j'ai quand même pas tout à fait oublié ma formation littéraire, qui dit à la fin de La Recherche du temps perdu que le romancier, c'est comme un opticien qui vous propose des outils par la littérature pour mieux voir en vous-même. Et il dit finalement, un romancier, c'est quelqu'un qui va vous présenter, comme quand vous êtes chez l'opticien, on vous met des verres et on vous dit, est-ce que vous voyez mieux avec cela ou avec cela, etc. Eh bien, à sa façon, je dirais que les sociologues devraient aussi se penser comme des opticiens, sauf que nous sommes là pour donner à voir, non pas ce qui est caché, qu'il faudrait dévoiler, mais ce qui est sous nos yeux, mais qu'on ne voit pas. Et en général, quand on a bien travaillé, les personnes se disent « mais oui, c'est vrai, c'est comme
je reconnais ce que je pense, je reconnais ce que je vois. Je ne le voyais pas tout à fait. Maintenant qu'on me le dit, je le vois. Donc, vous voyez, c'est pas vous dire, vous ignorez quelque chose et moi, qui est la science infuse, je vais vous le dévoiler. C'est partageons une démarche qui va nous permettre de mieux voir ce que nous avons sous les yeux et que nous ne voyons pas. Quand nous ne le voyons pas, souvent, il y a deux raisons. C'est parce que soit c'est nouveau, et donc, dans une période comme la nôtre, où les changements des rapports de sexe sont très importants et assez rapides à l'échelle de l'histoire, puisque vous voyez, j'ai évoqué juste une génération, on a l'impression qu'il y a un monde déjà entre mon enfance, le rôle maternel de ma mère et maintenant. Et en 50 ans, on va dire, en 60 ans, un monde a changé. Donc, à l'échelle de l'histoire, c'est très très court, très rapide, et donc il se passe beaucoup de choses inédites. Et j'en ai cité quelques-unes. Le mariage de même sexe est tout à fait inédit. La procréation médicalement assistée pour les couples de femmes avec 2 mères pour un enfant, c'est complètement inédit. Donc, premier travail, il faut s'approcher au plus près, enquêter de façon empirique dans les situations nouvelles pour essayer de les comprendre. Parce que souvent, on a des a priori, on va dire des jugements, souvent négatifs, sur des questions nouvelles qu'on ne comprend pas, et parce qu'on ne les connaît pas. Je pense par exemple ce que j'ai vécu sur la procréation médicalement assistée. Peu de gens finalement connaissent précisément comment ça se passe, quelles sont les valeurs qui sont mises en œuvre, qu'est-ce que c'est que la procréation médicalement assistée. Plus on connaît et moins on s'affole, plus on voit qu'en fait dans ces changements il y a tout un ensemble de démarches éthiques qui se mettent en place. Que ça n'est pas l'individu livré à lui-même, le sujet souverain qui pense que tous ses désirs sont des ordres et tout ça. Et puis il y a une autre démarche qui va avec celle-là, donc aller au plus près par l'enquête, mais aussi s'éloigner le plus possible pour essayer de voir les choses de haut ou de loin. Et pour ça, il y a une technique qui s'appelle la comparaison, et qui est une technique qui est au centre des sciences sociales depuis longtemps. Quand on veut penser une question, eh bien pour prendre de la distance, eh bien on travaille à comparer le présent avec le passé, par exemple. Et donc la connaissance du passé est nécessaire pour prendre distance par rapport aux évidences d'aujourd'hui. Par exemple, quand je travaille sur qu'est-ce que c'était que la civilité sexuelle avant la Révolution française ou après, etc., ça me donne à voir différemment ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc la comparaison dans le temps historique, présent-passé, on ne peut pas comprendre le présent si on ne le met pas dans l'histoire longue, et puis la comparaison entre les sociétés différentes, qui nous permet de poser sur nous-mêmes un regard éloigné. Et donc ce regard éloigné, c'était au cœur du travail d'un anthropologue auquel je me réfère beaucoup et dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est Marcel Mauss. Marcel Mauss était le neveu d'Émile Durkheim. Il a fait très peu de recherche empirique lui-même, mais il est connu pour des travaux d'ethnologie très importants sur le don, essais sur le don, les techniques du corps, la prière, tout un ensemble de choses. Mais il est surtout un des premiers à s'être intéressé à la question des sexes. Et dans une conférence qu'il avait donnée dans les années 30, il disait ceci, que je connais par cœur, dont je peux vous le citer par cœur. La division par sexe est une division fondamentale qui a grevé de son poids toutes les sociétés à un degré que nous ne soupçonnons pas. On peut dire à nos étudiants, surtout celles et ceux, donc vous voyez qu'ils pensaient aussi aux étudiantes. Dans les années 30, c'était assez original. Celles et ceux qui pourraient faire des recherches sur le terrain, donc on peut dire à nos étudiants, surtout celles et ceux qui pourraient faire des recherches sur le terrain, que nous n'avons fait que la sociologie des hommes et non pas la sociologie des femmes ou des deux sexes. Et donc, lui qui travaillait à partir d'une connaissance encyclopédique de tout ce que développait l'anthropologie, l'ethnologie, les sociétés
des sociétés sans État, sans écriture. Il y avait un grand développement de l'anthropologie, l'anthropologie empirique, dans les sociétés en Amazonie, en Afrique, dans le Pacifique, en Chine, partout dans le monde en fait, au nord du Canada, etc. Il en retient que la division par sexe est une division fondamentale, il dit, qui a grevé de son poids. Vous voyez que c'est très important. Donc il dit c'est fondamental, et il faut comprendre pourquoi il dit que c'est fondamental. On a un peu tendance aujourd'hui plutôt à penser que que ça n'a rien de fondamental que de diviser les rôles, les statuts, les attributions hommes-femmes. On a plutôt l'impression que ça, c'est un effet d'une domination de la classe des hommes sur la classe des femmes et qu'on pourrait s'en passer facilement. Donc, lui, il dit que c'est fondamental et il faut comprendre pourquoi il dit que c'est fondamental. Et puis en même temps, il dit que ça a grevé de son poids, donc il montre en même temps une distance. Ça peut être fondamental et en même temps, ça grève de son poids, ça veut dire qu'il y a un poids de cette division, elle ne s'est pas faite sans problème, et en particulier sans problème pour les femmes. Et Marcel Mauss était très féministe, il était très progressiste et très féministe, et d'ailleurs, je ne peux pas continuer cette conférence sans souligner que nous sommes ici dans l'amphithéâtre Germaine Tillon. Germaine Tillon, qui a été une élève de Marcel Mauss, et donc qui fait partie des nombreux anthropologues qu'il a formés et qui ont donné des travaux très importants sur justement la division par sexe dans les sociétés qu'elles étudiaient. Alors, comment prendre distance par rapport aux évidences d'aujourd'hui? Il me semble qu'il y a deux grands sujets qui sont importants à clarifier quand on parle de l'égalité des sexes. D'ailleurs, le cycle, c'est égalité homme-femme. On a l'impression que l'égalité, on en a dit, on sait ce que c'est. En gros, on compare les biens que peuvent acquérir les hommes, les biens que peuvent acquérir les femmes, par exemple un niveau de salaire, et on va penser que l'égalité, c'est quand finalement les deux se rejoignent, quand on a la même chose, quand on passe du différent à l'identique. Alors, c'est une conception, on va dire, comparative de l'égalité des sexes. Cette comparaison, elle est toujours utile. C'est vrai que chaque fois que les statisticiens de l'INSEE veulent nous faire apercevoir où nous en sommes dans l'égalité, eh bien, on propose tout un tas de comparaisons. Combien d'hommes sont chefs de famille, combien d'hommes dirigent des familles monoparentales, ou plutôt combien de femmes, puisque dans l'immense majorité des cas, les chefs de famille dans les familles monoparentales sont des femmes. Quel est le taux de pauvreté de ces familles, par exemple, qui sont souvent dirigées par des femmes, etc. Donc cette approche comparative, elle est tout à fait importante, elle nous donne des éléments essentiels pour appréhender avec des statistiques qui évitent, qui nous donnent un regard quand même étayé sur les choses. Nous avons absolument besoin de cela. Tout récemment, par exemple, des collègues que je connais bien ont proposé une étude de la sexualité des Français fondée sur 32 000 questionnaires qui ont été adressés par l'INSERM à donc un échantillon représentatif de la population française. Eh bien, donc on va ventiler par homme-femme pour savoir quel est l'âge au premier rapport sexuel, etc. Et on va regarder on va comparer quelle est la vie sexuelle des hommes et des femmes, en quoi ils diffèrent, quelles sont les violences qui ont pu être subies par les uns, par les autres, qui commettent ces violences, etc. Donc on a vraiment besoin de cette approche statistique et comparative. Mais en même temps, ça ne suffit pas, parce qu'on sent bien que lorsque une société veut vivre selon un principe d'égalité des sexes, elle va changer quelque chose de beaucoup plus profond, qui est, au fond, son organisation sociale globale. Et c'est cette organisation sociale globale
qu'il faut essayer d'appréhender. Alors pour cela, moi je développe une approche que j'appelle relationnelle, c'est-à-dire que c'est une approche qui va mettre au centre non pas simplement la classe les hommes, les femmes avec la comparaison, mais qui va s'intéresser principalement à l'organisation des relations sociales, non seulement entre les hommes et les femmes, mais également entre les hommes entre eux, entre les femmes entre elles, et à la règle du jeu, on va dire, qui organise tout ça. Et en essayant de voir justement si ce que Marcel Mauss appelait le principe de division par sexe est remis en cause ou pas, et jusqu'à quel point, avec quelles conséquences, quand on passe d'une société traditionnelle à une société contemporaine qui veut vivre selon un principe d'égalité des sexes. Je rappelle que c'est inédit dans l'histoire de l'humanité que cette idée, cette volonté que nos sociétés promeuvent depuis pas si longtemps, en fait. Droit de vote des femmes 1945. On a du mal à imaginer que ce soit si récent. Changement dans la famille plutôt dans les années 70. Donc, c'est vraiment inédit. Toutes les autres sociétés ont vécu selon un autre principe qu'il va falloir élucider. Mais avant d'en venir là, ce que je voudrais, c'est voir que pour arriver à aborder cette question du changement des relations entre les sexes, il faut d'abord se clarifier l'esprit sur ce qu'on appelle un homme ou une femme. Pendant très longtemps, cette question n'a pas été véritablement discutée parce qu'on avait l'impression qu'on savait très bien ce que c'est qu'un homme ou une femme. Un homme, c'est un mâle de l'espèce humaine. Une femme, c'est une femelle de l'espèce humaine. Voilà. Et donc, ça paraissait très simple. Mais depuis un certain nombre d'années, on commence à avoir une vision plus complexe de ce que c'est qu'un homme ou une femme, ne serait-ce que parce qu'il existe des personnes qui ne se reconnaissent pas, qui ne peuvent pas se reconnaître dans cette définition simple, mâle de l'espèce, femelle de l'espèce humaine. Et c'est pourquoi, en particulier aux États-Unis, c'est de s'en développer de nouvelles recherches sur ce qu'on appelle le genre, masculin et féminin, qui sont venus complexifier la notion qu'on pouvait avoir de ce que c'est qu'un homme ou de ce que c'est qu'une femme. Alors, et donc, je voudrais tenter d'abord de donner quelques éléments sur la façon dont on peut penser ce que nous appelons tout simplement un homme ou une femme dans les sociétés humaines, en essayant de ne pas réduire cette différence à de la biologie, mais pas non plus à une sorte de construction sociale arbitraire. Donc, comment est-ce qu'on peut penser à la fois que nous sommes tous des individus, que chacun de nous est un individu complet, à part entière, et qu'en même temps, nous ne sommes que d'un sexe, et donc chacun de nous n'est que d'un sexe, et pourtant personne n'est enfermé dans une moitié d'humanité. Comment est-ce qu'on peut penser tout ça ? Quelques mots pour rappeler donc la façon dont cette question du genre s'est développée à partir des années 80, principalement, surtout 90 en France. Et qu'est-ce que ça change et quel est le débat autour de ça ? Cette notion de genre, quand j'ai commencé à travailler, on ne l'employait pas tellement. On disait rapports sociaux de sexe, par exemple. Et ça nous convenait très bien. On n'avait pas éprouvé le besoin d'utiliser le mot genre. On disait bien masculin-féminin, et on comprenait bien que masculin-féminin, c'est pas pareil que mâle-femelle, mais on n'avait pas besoin du mot genre. Le mot genre, il nous est venu des États-Unis, hein, et en particulier d'une tradition qui est issue des travaux des psychiatres et psychanalystes qui, dans les années 60, ont développé cette notion de genre pour l'opposer au sexe, à propos de recherches sur ce qu'on appelait alors le transsexualisme. Maintenant, on dirait plutôt les parcours transgenres, mais disons les parcours de personnes qui ne se reconnaissaient pas
dans l'identité de garçon ou de fille qui leur avait été attribuée à la naissance sur la base de leur corps. Et donc, pour arriver à rendre compte de ces cas-là, des théoriciens comme John Monnet, comme Robert Stoller, ont proposé de distinguer dans une personne deux éléments, on va dire, un corps doté d'une identité de sexe, pas de problème, et un moi doté d'une identité de genre. Et donc, c'est ainsi qu'ils ont, avec cette distinction entre le corps qui aurait un sexe et le moi qui aurait un genre, on pourrait rendre compte du phénomène de ce qu'on appelait alors la transsexualité, qui caractériserait des personnes dont le moi aurait un genre qui ne correspond pas au sexe de leur corps. Et cette approche a permis de reconnaître de commencer à reconnaître dans sa particularité cette question des personnes qui se reconnaissent, qui était très troublant, hein, de personnes qui ne se reconnaissaient pas comme hommes ou femmes alors qu'ils avaient clairement un corps mâle ou femelle. Alors cette approche, elle s'est ensuite, elle a ensuite été reprise par les sciences sociales qui ont élargi cette question à l'appréhension en général, indépendamment du transsexualisme, des hommes et des femmes en général, pour dire au fond, ce qui explique que nous nous comportons comme ceci ou comme cela, c'est parce que nous avons non seulement des corps mâles et femelles, mais nous avons des moi, et ces moi intérieurs, ils sont masculins ou féminins, et parce qu'ils sont modelés, on va dire, par les stéréotypes sociaux que nous absorbons avec l'éducation. Lorsque nous naissons, nous avons un moi et un corps, mais ce moi, il va être, avec l'association, modelé, en quelque sorte, par ce qu'on attend, ce qu'on nous dira être, ce qui est masculin, ce qui est féminin, etc. Et donc les études qu'on appelle les gender studies, les études de genre aujourd'hui, donc ont beaucoup travaillé cette opposition, on va dire, du sexe et du genre. Alors cette approche, elle pose quand même un certain nombre de problèmes parce qu'elle part d'un présupposé qui n'est pas du tout interrogé, qui est justement qu'on pourrait décrire une personne comme faite de deux parties, un moi et un corps, a self and a body. Donc ça, c'est un point que je développe longuement dans ce livre, la distinction de sexe, mais que je n'aurai pas le temps de développer ici, mais où je dirais que cette façon de percevoir une personne avec deux parties en elle ne va pas de soi. Il ne va pas de soi de considérer que nous avons un corps et à l'intérieur de ce corps, il y aura en quelque sorte une deuxième personne qui serait notre moi. Ce qu'on appelle le moi, c'est une façon de parler, mais ça n'est pas une entité en elle-même. Et de ce point de vue-là, un des problèmes qu'on a, c'est que les études de genre, qui continuent à opposer a self and a body, un moi et un corps, ignorent complètement qu'à côté d'elles existe depuis des décennies maintenant tout un débat de philosophie de l'esprit qui conteste cette idée que le moi, ce serait une entité spéciale, hein, qui aurait remplacé un peu l'âme. Avant de dire on a une âme et un corps, maintenant on dirait on a un moi et un corps, mais ce dont on parle au fond, ça n'est pas une entité qu'on pourrait trouver quelque part. C'est un mot qu'on utilise pour désigner en fait des capacités que nous avons, tout simplement. Quand on dit l'âme s'en va, etc., qu'est-ce qui s'en va? Des capacités. Donc, et donc, ce qui est important, c'est de voir que lorsque nous grandissons, nous allons acquérir un certain nombre de capacités à nous souvenir, à parler, à penser, à se constituer notre personnalité. Et que c'est cet ensemble de capacités qu'on va appeler notre personnalité, notre moi. Mais il n'y a pas quelque chose qui est le moi qu'on pourrait trouver quelque part ou bien auquel nous aurions seul accès. Donc, est-ce qu'on peut penser la question du genre indépendamment de cette opposition entre un moi et un corps? Eh bien, je crois que c'est très possible. Et pour ça, dans ce livre, j'essaye de montrer, mais je ne voudrais pas le développer ici,
que dans les années 30 aussi, Marcel Mauss avait déjà fait dans une conférence très célèbre sur la notion de personne, il avait montré que justement, l'idée qu'on a un moi est quelque chose qui est très particulier à nos sociétés occidentales modernes, très attachées à l'idéal d'autonomie, hein, mais que dans d'autres sociétés, ça n'a pas de sens. On ne peut pas utiliser cette opposition du moi et du corps comme une opposition qu'on pourrait transposer facilement dans des sociétés très différentes des nôtres. Et donc, à partir de là, s'est développé en anthropologie tout un immense domaine de travaux qui concerne les conceptions de la personne. Et donc, on voit que l'idée un moi et un corps, c'est une conception très spéciale de la personne qui caractérise nos sociétés, qu'on va réutiliser pour parler du genre, mais que ça n'est pas comparatif. On ne peut pas transposer ça dans des sociétés très différentes des nôtres. Et donc, beaucoup de travaux sur la question masculin-féminin ont essayé de montrer que, effectivement, si on voulait comprendre la place des hommes, la place des femmes, ce qu'on appelle un homme ou une femme dans des tas de sociétés, il fallait aller jusqu'à interroger ce qu'on appelle une personne. Ce qu'on appelle une personne, et c'est un élément très important qu'il faudrait développer, qui est encore très peu développé aujourd'hui dans les études de genre, parce que ces études sont restées en quelque sorte très éloignées des grands débats des sciences sociales et de la philosophie. Les études de genre sont constituées autour des problèmes, on va dire, des problèmes sociaux, des problèmes de discrimination, etc., mais n'ont pas véritablement, jusqu'à présent, trouvé une place au cœur, on va dire, des débats théoriques les plus importants pour la sociologie, l'anthropologie, l'histoire ou la philosophie concernant la notion de personne. Donc, je ne peux pas développer ce point, mais je dirais que ce qu'on peut en retenir pour les débats, nos débats actuels sur l'égalité, c'est que ce qu'on appelle une personne, en général, c'est un individu qui est capable d'agir et de pâtir à la manière humaine. Quand on personnalise quelque chose, par exemple, quand on fait une personnification de la justice, on présente la justice comme une femme qui agit d'une certaine façon avec ses balances, etc. Donc une personne, c'est un individu capable d'agir et pâtir à la manière humaine. Alors là, le point qu'il faut retenir pour une réflexion sur masculin-féminin, la question des sexes, un homme, une femme, c'est que agir à la manière humaine, c'est quelque chose de très particulier par rapport à agir à la manière d'autres espèces. Il y a certainement une part de transmission dans toutes les espèces animales, mais elle est relativement faible, la part de transmission et d'imitation. Par exemple, un petit chat, vous pouvez le séparer de ses parents assez tôt, ça ne l'empêchera pas d'agir à la manière des chats. Vous voyez, de se développer tout à fait avec sa vie de chat, ses réactions de chat, etc. Alors qu'un petit nouveau-né de l'espèce humaine, si vous l'isolez, eh bien, il ne peut pas se développer, il ne peut pas développer les manières d'agir humaines. Il a intériorisé, il a les structures physiques qui lui permettent d'acquérir la parole, par exemple, mais il faut, pour agir à la manière humaine, il faut être introduit à cela par d'autres. Et donc la particularité de notre espèce, c'est cela. C'est que agir à la manière humaine, c'est-à-dire agir en référence à un langage qu'il faut avoir appris, et un langage qui est une langue qu'on va vous apprendre comme votre langue maternelle, à partir de laquelle vous allez être initié à ce monde humain où il y a des valeurs, des significations, des règles pour agir, eh bien, c'est quelque chose de très spécial à notre espèce. Et c'est là-dedans qu'il faut essayer de comprendre cette question de ce qu'on appelle un homme, ce qu'on appelle une femme. Ce qu'on appelle un homme et ce qu'on appelle une femme, ce sont des individus qui sont entrés, qui ont tous, de cette façon, qui ont été des bébés, qui ont tous été initiés par
en général leurs parents, mais ça peut être d'autres personnes qui les prennent en charge si les parents ont disparu ou s'ils ont été abandonnés. Hein. Et donc, qui ont tous appris par d'autres à agir à la manière humaine, en particulier à travers l'apprentissage de l'interlocution. Et donc, ce qui me paraît très important, c'est de comprendre que le rapport entre être une personne, agir à la manière humaine, et être capable d'occuper les différentes places de l'interlocution, c'est-à-dire le je de celui qui parle, le tu de celui à qui on parle, le il ou elle de celui dont on parle. Vous voyez déjà, quand je vous dis ça, je, tu, il, elle, vous entendez bien que le genre, il n'est pas dans je, un homme dit je, une femme dit je, il n'est pas dans tu, hein, on dit tu à un garçon ou à une fille, mais il est dans le il ou elle. Il arrive au moment où on parle de vous en disant, on vous désigne parmi les personnes masculines ou les personnes féminines, les garçons, les filles. Vous voyez ? Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on appelle quelquefois l'identité de genre, le fait de se ressentir garçon ou fille, c'est le produit d'un apprentissage beaucoup plus complexe qu'on ne croit. Ce n'est pas un simple sentiment intérieur. Il a fallu d'abord qu'on vous dise, qu'on s'adresse à vous en disant il ou elle. Et c'est-à-dire qu'on vous a classé parmi justement les garçons ou les filles, etc., en fonction en général de votre apparence physique, de vos organes génitaux, etc., mais en vous attribuant beaucoup plus que cela, une place dans la société, un rôle dans la société, un statut dans la société. Hein. Et quand on va inscrire un enfant à l'état civil, on ne se contente pas d'aller donner à l'état civil une description biologique, on donne un statut social à un enfant, on dit c'est un garçon, c'est une fille. Alors c'est très important de conclure là-dessus. Une conception de la personne qui est une conception relationnelle, elle consiste à dire nous devenons des personnes par nos relations à autrui, ça c'est vrai dans toutes les sociétés, en apprenant à parler et en intériorisant la façon dont dans une société on accorde du sens au fait de dire il y a des garçons, il y a des filles, il y a des attentes pour des garçons, il y a des attentes pour des filles, et vous êtes, on s'attend à ce que vous vous comportiez de telle ou telle façon. Et donc, d'une certaine façon, ça explique à la fois que personne n'est enfermé dans un sexe parce que nous avons tous appris de la même façon à agir à la manière humaine, garçon ou fille, on a tous appris dans le langage, et on a tous appris ensuite à interpréter les statuts de genre qu'on nous donne. Donc pourquoi est-ce que c'est important pour les débats contemporains, par exemple ? Bien parce que vous voyez bien que des questions simples, comme on les pose d'habitude, pourraient être mieux expliquées si on prenait cette approche relationnelle à travers les manières d'agir des personnes. Vous savez qu'il y a des personnes qui naissent, qui ne sont ni véritablement des garçons, ni véritablement des filles, ce qu'on appelle des personnes intersexuées, aujourd'hui, qu'on appelait hermaphrodites autrefois. Eh bien, justement, vous voyez que leur existence montre que quand on dit l'état civil, ce n'est pas une description par des biologistes, puisque dans l'état civil, il y a la place pour garçons et filles, mais il n'y a pas la place pour ni l'un ni l'autre ou l'un et l'autre. Et donc, ça veut dire qu'il y a une différence entre la description physique que peut faire le médecin ou le biologiste, qui va dire mâle, femelle ou intersexe, qu'on aurait dit autrefois hermaphrodite. Hein. Cette description biologique physique est différente du statut social dans lequel, jusqu'à présent, on n'admet que deux genres, homme ou femme, masculin ou féminin, mais pas de troisième place. Et donc ça, c'est important. Mais aussi, si on a conscience donc que nous avons une identité physique, mâle ou femelle, ou intersexe, d'une part, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a traité si mal les personnes intersexuées au point d'en faire des sortes de monstres qu'il fallait absolument effacer le plus possible. On pourrait en reparler. Et ça explique aussi, si nous avons un statut de genre, qu'il existe des personnes qui ne peuvent pas s'identifier ou qui, dès qu'elles sont toutes petites, quand elles entrent dans l'interlocution, elles entrent dans le monde humain, on leur dit il y a des garçons, il y a des filles, il y a des attitudes masculines, féminines. Elles nous apprennent quelque chose sur nous tous
quels que nous soyons, c'est que dans notre processus d'apprentissage de l'agir humain, par l'interlocution, nous nous identifions à un moment à ce statut de genre qu'on nous a donné. Et il arrive que cette identification se fasse non pas au statut, par exemple, vous êtes identifié comme une petite fille, vous identifiez un statut féminin, mais il arrive qu'on vous a identifié comme une petite fille, vous identifiez un statut masculin. Et donc, c'est ce qu'on appelle une personne trans aujourd'hui. On dit transsexuelle, maintenant on va dire transgenre, qui nous révèle ces personnes-là. Donc c'est un peu particulier, cette identification. On pourrait discuter pourquoi est-ce qu'on s'identifie au statut de l'autre genre. Mais ce qu'elle nous révèle, c'est qu'on s'est tous identifiés à un statut de genre à un moment. Simplement, quand ça correspond à notre sexe, on ne s'en aperçoit pas. Mais c'est très important de voir que on peut avoir un état civil qui ne correspond pas à son état biologique. Vous voyez ? Donc ça fait beaucoup de débats aujourd'hui, tous ces sujets, et parce qu'on manque, et ça fait beaucoup de polémiques, parce qu'on manque, disons, il y a un déficit du côté de notre conception de la personne, et une conception plus relationnelle de la personne comme interlocuteur, entrant dans un monde humain, etc., nous permet de comprendre une chose simple. Nous avons une identité physique, mâle ou femelle, ou intersexe, et nous avons un statut de genre, masculin ou féminin, homme ou femme, hein, et ce statut-là, il nous est donné par la société, mais il n'est pas une description de notre corps. Et donc c'est ce point important qu'il faut comprendre pour comprendre que les personnes trans sont des personnes qui simplement revendiquent qu'on leur accorde un statut de genre différent de celui qu'on leur avait donné à la naissance. Pourquoi ? Parce qu'elles nous disent « mais depuis que je suis petite ou petit, je m'identifie à cet autre statut, c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi, et donc laissez-moi vivre avec ce statut et vous me réconcilierez avec moi-même ». Donc vous voyez que c'est des questions complexes concernant cette question de qu'est-ce qu'on appelle un homme et qu'est-ce qu'on appelle une femme. Et de ce point de vue-là, je dirais que l'anthropologie des sociétés lointaines, des sociétés sans État, dans lesquelles il y a beaucoup de cas dans lesquels justement on admet des personnes qu'on dirait transgenres dans nos sociétés, des hommes qui vivent à la manière des femmes qui vivent à la manière des hommes, par exemple à Tahiti, dans des tas de sociétés, il y a une place qui est réservée pour ces personnes. Donc on ne dit pas les hommes, les femmes, on dit il y a les hommes, les femmes, et puis il y a un troisième statut, on va dire, ou plusieurs, qui sont des exceptions à la règle, mais qui sont intégrés à la société. À Tahiti, les hommes qui vivent à la manière des femmes. Donc on dit bien, ce n'est pas des hommes qui se prennent pour des femmes, c'est des hommes qui veulent vivre à la manière des femmes, vous voyez, dans les attentes sociales qui concernent les femmes, etc. Donc ça, c'est un premier point très important qui nous montre que l'anthropologie des sociétés lointaines a beaucoup à nous apprendre par la comparaison sur nos évidences à nous et peut-être nous permettre de mieux saisir ce qui se passe aujourd'hui dans des débats qui sont assez complexes concernant des minorités qui, dans notre société, ont été très maltraitées, les personnes intersexes, les personnes transgenres, qu'on a considérées dans les deux cas comme des monstres, surtout à partir du 19e siècle, et qui aujourd'hui demandent à pouvoir trouver une place en tant que minorité dans notre société sans être renvoyées du côté de la pathologie mentale ou bien de la monstruosité physique. Donc ça, c'est un premier point pour dire nous sommes obligés, nous pouvons complexifier un peu notre idée de homme-femme sans tomber dans des choses incompréhensibles. Ça n'est pas du tout incompréhensible d'admettre cette question que nous avons un statut de genre. Alors l'autre aspect beaucoup plus important que je voulais développer, mais je vois qu'il faut que je fasse attention à l'heure, ça concerne l'approche de la division par sexe, c'est-à-dire l'organisation sociale. Donc non pas ce qu'on appelle une personne, mais ce qu'on appelle une société. Quand nous travaillons sur l'égalité des sexes, nous avons tendance à voir la société comme simplement une sorte de grande population où il y a des hommes, il y a des femmes, on va comparer, comme je vous ai dit. Mais ce que montre justement l'anthropologie, c'est que les sociétés humaines, elles fonctionnent selon des règles. Pas seulement des régularités, comme les sociétés animales, dans lesquelles on repère des régularités, mais des règles du jeu.
des choses qui se font, ne se font pas parce que c'est possible ou impossible, parce qu'on dit c'est la règle qui veut ça. Et donc, ce qui est très important dans l'apport de Marcel Mauss, c'est quand il dit la division par sexe est une division fondamentale qui a grevé de son poids toutes les sociétés à un degré que nous ne sommes pas, c'est qu'il fait remarquer une chose, c'est pas simplement qu'il y a des différences qu'on peut constater dans les sociétés traditionnelles entre les hommes et les femmes, ce que font les uns, ce que font les autres, mais que c'est une règle. C'est pas juste des choses qu'on constate comme ça parce qu'il y aurait des comportements que les hommes font plus souvent, sans y réfléchir, les femmes font plus souvent. C'est que dans les sociétés traditionnelles, on dit ça doit être comme ça. C'est une règle. Et c'est même, les garçons doivent se vouer à un certain nombre d'activités, les filles à d'autres activités, les hommes, les femmes aussi. Et Marcel Mauss dit c'est comme si les séparés étaient plus importants encore que le rôle qu'on va donner à chacun. Et donc cette division, dit-il, c'est une règle et elle est, ce qui est important, au cœur des valeurs les plus éminentes de ces sociétés. Les sociétés sont très attachées dans toutes les sociétés traditionnelles à cette division. C'est une immense valeur de dire comment on va construire le masculin, comment on va construire le féminin. Donc aujourd'hui, on aurait un peu tendance à oublier ça, à dire mais ça c'est du temps de la domination masculine, ça ne nous intéresse plus. Mais je ne crois pas. Je crois que plus on va avancer dans l'égalité, plus on va comprendre qu'on ne doit pas... on doit être capable de penser intelligemment les sociétés du passé, y compris du passé dont nous ne voulons plus. Si on comprend pourquoi, dans les sociétés traditionnelles, on est très attaché à ce qu'il y ait des rôles masculins et des rôles féminins, on comprend mieux pourquoi aujourd'hui on le critique, mais qu'est-ce qui nous en reste aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur ces sociétés traditionnelles ? Donc, dans lesquelles la division par sexe est une règle qu'on constate sous des formes diverses partout. C'est-à-dire, il y a un monde masculin, il y a un monde féminin. Il ne faut pas les confondre. Et la partition, en fait, est la condition de la vie en commun. Donc, ce que Marcel Mauss montre, mais après lui beaucoup d'autres, c'est qu'en fait, cette division n'est pas simplement un principe de séparation, c'est un principe de coopération. C'est-à-dire que l'ensemble des tâches d'une société vont être partagées et que c'est un principe donc de lien entre les uns et les autres. Si vous voulez, ce sont des sociétés qui se représentent un peu comme un tout, on appelle ça holiste, un tout, comme un gros organisme. Et dans un organisme, un peu comme un corps, si vous voulez, eh bien, il y a de la place pour des mains. Il faut des mains pour faire un corps, il faut une tête, il faut un chef. Tête et chef, ça vient du même endroit, du même mot. Il faut des bras, il faut des jambes. Et il y a donc des rôles pour les uns et les autres, avec une partition entre les rôles dévolus aux femmes et les rôles dévolus aux hommes. Et donc ce principe-là a été très valorisé parce qu'il était un principe d'organisation de la vie en commun. C'est-à-dire la vie en commun des deux sexes ne va pas de soi chez les humains. C'est pas comme chez les oiseaux. Il n'y a pas besoin de faire tout ça. Les femelles oiseaux font leur boulot, les mâles oiseaux font leur boulot. C'est intégré dans leur... comment dire ça ? C'est intégré dans leur structure. Il n'y a pas besoin d'apprendre ces rôles masculins et féminins, alors que dans notre espèce, justement, au fur et à mesure de l'évolution, eh bien, il faut apprendre à la vie en commun ne s'organise pas toute seule. Elle ne s'organise pas naturellement. Et donc, on l'organise. Et ce qui est très important, donc, c'est que cette organisation, elle est à la fois centrale dans toutes les sociétés. Pourquoi est-ce qu'elle est centrale ? Pourquoi est-ce qu'elle est tellement valorisée ? Pour le comprendre, il suffit d'écouter et de regarder ce que disent ces sociétés. C'est, eh bien, au fond... pour qu'une société vive, il faut qu'elle ait des valeurs, il faut qu'elle dispose de valeurs éminentes qui ne sont pas forcément des valeurs cohérentes les unes avec les autres. Les valeurs peuvent être contradictoires. Par exemple, c'est une grande valeur que l'idée qu'on doit pouvoir sacrifier sa vie pour le groupe. Et vous savez que dans les partitions rôle masculin-féminin, le fait que les hommes soient voués à sacrifier leur vie par la guerre pour la survie du groupe,
C'est quelque chose auquel on pense peu aujourd'hui, mais c'était quand même d'abord un sexe qui était voué à cela, à travers la guerre et la politique, sacrifier sa vie pour la survie du groupe, donc à travers le rôle des guerriers. Mais une autre valeur importante, c'était au contraire de dire chaque vie est unique, et même si chaque guerrier sera remplacé, il faut aussi que la mort de chaque individu soit la mort d'un être irremplaçable, en particulier pour celle qu'il aime, sa mère, son épouse, etc. Donc ça, c'est un point très important. C'est qu'à travers cette partition des rôles masculins et des rôles féminins, il n'y a pas simplement une organisation du travail qui est assez logique, c'est-à-dire les femmes s'occupent des enfants, les hommes s'occupent de la guerre et de la politique, de l'extérieur, etc. Il y a des valeurs éminentes qui sont incarnées par ces hommes et ces femmes. Par exemple, la valeur de remplaçabilité pour les hommes. Les hommes doivent se sacrifier en pensant qu'aucun d'eux n'est irremplaçable, puisque justement, ce qui est le plus important, c'est la vie du groupe, plus important que ces individus. Et en même temps, les femmes sont là pour dire, attention, chaque soldat qui meurt, c'est un être irremplaçable qui meurt. Donc, remplaçabilité, irremplaçabilité. Vous voyez ? Donc, c'est très important d'avoir ça en tête pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Ce qui nous arrive aujourd'hui avec l'égalité des sexes, c'est qu'on a perçu que dans ce principe de partition d'un monde masculin à l'art, la science, la politique, la guerre, d'un monde féminin, la maison, les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux malades, etc. Cette partition des rôles, au fond, elle n'a jamais été égalitaire nulle part. Elle est toujours hiérarchique. Et c'est cette hiérarchie avec laquelle nos sociétés ont voulu rompre. Alors la hiérarchie, attention, ça n'est pas l'inégalité. La hiérarchie, c'est autre chose que l'inégalité. On est égaux ou inégaux en référence à une valeur. Par exemple, j'ai dit égalité les salaires. On est égaux ou inégaux avec le salaire moyen. Mais la hiérarchie, c'est pas ça. La hiérarchie, pour reprendre la formule de Louis Dumont, c'est l'englobement de la valeur contraire. Dans toutes les sociétés traditionnelles, il y a une valeur, c'est très important à comprendre, une valeur très forte qui est accordée au féminin. Le féminin est très valorisé, et plus on travaille, plus on se rend compte que les femmes, dans les sociétés traditionnelles, ont un rôle important, ont du pouvoir, ont de l'autorité. On avait quelquefois sous-estimé ça, et on le découvre de plus en plus aujourd'hui, parce qu'on s'intéresse davantage à l'histoire des femmes. Donc il y a une valeur du féminin, il y a une valeur du masculin, mais ce qui arrive dans les sociétés traditionnelles, c'est que la valeur du féminin est englobée par la valeur supérieure du masculin. Donc il y a bien deux valeurs, mais il y en a une qui englobe l'autre, un peu comme Adam et Ève, si vous voulez. Ève, elle est dans la côte d'Adam, et Adam englobe Adam et Ève. Adam représente à la fois l'humain en général et la part masculine des humains, alors que Ève ne représente que la part féminine. Elle ne représente pas les deux, voyez. Donc, c'est très important de comprendre ça. Les sociétés traditionnelles ne sont pas des sociétés qu'on peut réduire à les hommes dominent les femmes. Les femmes ont eu une place éminente dans ces sociétés, mais ce qu'elles n'ont jamais eu, c'est le pouvoir politique, c'est le pouvoir guerrier, et ça est en général un statut dominant dans la hiérarchie masculin-féminin. Mais à certains niveaux, par exemple dans la maison, eh bien, la hiérarchie quelquefois se renverse. C'est-à-dire, la femme qui est dominée dans la société, par exemple, à Athènes, les femmes, ou même dans la France d'après la Révolution, les femmes ne votent pas, par exemple. Mais quand on arrive au niveau de la famille, là, quelquefois, les choses se renversent et elles ont un vrai pouvoir dans la famille. Voyez ? Donc, il faut avoir une vision complexe du passé si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Plus on va caricaturer le passé, moins on comprendra ce qui se passe et quels sont les défis de l'égalité. Alors, si on admet que dans les sociétés traditionnelles, il y a un principe de partage des rôles masculin-féminin, que ce partage des rôles, il porte des valeurs éminentes des sociétés, qu'on pense que ça ne peut être que comme ça,
Et donc, on éduque les garçons et les filles à cet idéal. C'est pas une identité qui vient de la nature. On éduque les garçons d'une certaine façon, les filles d'une certaine façon, à cultiver ce qu'on va appeler une excellence masculine et une excellence féminine. Ce qu'on va appeler le genre aujourd'hui, c'est cette éducation qui va cultiver des qualités chez les uns et chez les autres. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'égalité ? Eh bien, ce qui se passe avec l'égalité, c'est que ce n'est pas simplement que nous voulons les mêmes droits pour les hommes et les femmes, c'est que nous ne voulons plus d'un principe d'organisation sociale qui oppose un monde masculin et un monde féminin. Ça, ce que nous voulons, c'est que, au fond, ce principe-là soit remplacé par un principe où tout ce qu'un homme peut faire, une femme puisse le faire, et tout ce qu'une femme peut faire, un homme puisse le faire. Je simplifie, mais aujourd'hui, avec l'égalité, si vous voulez, c'est une remise en cause de cette opposition monde masculin, monde féminin, au profit d'un idéal de la mixité. Alors, c'est allé assez loin. C'est allé assez loin, par exemple, dans des endroits qu'on considérait comme évidemment masculins. Par exemple, les commandos dans l'armée, les commandos d'assaut, les sous-marins nucléaires. Aujourd'hui, ce sont des mondes mixtes. Alors que pendant longtemps, on a dit que c'est impossible que des femmes aillent, à la fois physiquement, aillent dans les compagnies d'assaut, etc. Oui. Donc aujourd'hui, c'est important, nous remettons en question cette partition entre un monde masculin et un monde féminin. Et c'est surtout vrai par le fait que les femmes ont conquis tout un ensemble de possibilités qu'elles n'avaient pas avant, des métiers qui leur étaient interdits, qui leur sont ouverts, des fonctions. On n'a pas encore eu de femme présidente de la République, mais on en aura peut-être une un jour, on peut le souhaiter. En tout cas, il n'y a pas de raison que ça soit interdit à une femme. Je ne dis pas n'importe quelle femme, j'ai dit une femme. J'ai pas dit, je ne soutiendrai pas une femme, quelles que soient ses opinions, bien sûr, vous avez compris. Mais également le souhait que le monde qui était le monde féminin, dit féminin, soit investi par les hommes. Donc, soins aux enfants, nouvelles formes de paternité, etc. Ça, c'est un premier point important. Donc, le fait que l'égalité, c'est un idéal de mixité. Et cet idéal de mixité suppose une réorganisation globale de la société. Avant, c'est simple, la moitié du ciel s'occupe d'une chose, l'autre moitié s'occupe de l'autre. Et avec les couples, eh bien, ça fait la jonction entre le monde masculin et le monde féminin. Mais le prix à payer pour les femmes ayant été trop lourd, nous ne voulons plus de cela, parce que nous sommes conscients du fait que cela a entraîné pour les femmes un prix qui était que tout un ensemble de leurs possibilités, de leurs talents, de leur désir d'émancipation ne pouvait pas être réalisé dans ce principe de partition qui enfermait les femmes du côté du domestique, de la maison, du soin aux enfants, alors qu'elles pouvaient aussi espérer devenir des scientifiques, devenir des personnes engagées dans la cité, et construire leur talent aussi du côté de l'émancipation vers le monde du travail, etc., et aussi vers l'autonomie. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui me paraît important quand on a cette approche relationnelle de la question des sexes et de l'égalité, c'est que ce qui change, c'est la règle du jeu. Donc on a dit pas de monde masculin, pas de monde. La règle du jeu concernant l'organisation familiale. Donc ça, c'est un point très important parce que après la Révolution française, c'est vraiment autour des places dans la famille que s'est constitué un principe de hiérarchie entre les hommes et les femmes qui a duré jusqu'aux années 1970. Parce qu'on disait, mais là, on peut imaginer de faire évoluer les statuts des hommes et des femmes, mais dans la famille, il y a bien des mâles et des femelles, ils ne sont pas interchangeables, etc. Et donc, de ce point de vue-là, c'est très important de voir que c'est autour de la question des rôles dans la famille, rôle du père, rôle de la mère, prérogatives du mari et de la femme, qu'on a constitué dans nos sociétés jusque très récemment un principe d'inégalité et de hiérarchie.
la puissance maritale, c'est-à-dire l'homme est le chef de famille, la puissance maritale, la puissance paternelle sur les enfants, tout cela a été contesté au profit d'un principe de codirection de la famille qui a changé beaucoup de choses. Dans la famille, il n'y a pas simple... Et donc, avec cette évolution des places dans la famille, on s'aperçoit que c'est l'ensemble de l'organisation familiale traditionnelle qui a été remise en question. Et c'est un point qui trouble beaucoup et sur lequel, quelquefois, on peut avoir l'impression paradoxale que des progrès de l'égalité se traduisent pour les femmes par des situations plus difficiles. Et donc ça, c'est un paradoxe qu'il faut bien mesurer. Par exemple, pendant très longtemps, finalement, l'organisation de la famille passait par le mariage. C'est le mariage qui donnait un statut honorable aux dignes épouses et mères de famille. Et le mariage était supposé durer toute la vie. Il a été longtemps d'ailleurs, il a été longtemps indissoluble, le mariage. Hein. Et donc, avec l'égalité des sexes, qu'est-ce qui se produit du point de vue relationnel ? Ce qui se produit, c'est pas simplement que les femmes ont plus de droits, c'est que dans l'idée même de qu'est-ce qu'on appelle un couple, on commence à avoir une toute autre idée. Longtemps, un couple, c'était ce qui avec deux ne fait qu'un. Je me souviens des personnes de la génération de ma mère disaient ma moitié, par exemple. Donc, et on trouvait normal que être en couple, c'était participer à faire une autre entité supérieure à chacun de vous. Et donc, pour faire une entité, un couple comme un tout, eh bien, souvent, ce tout existait en parlant d'une seule voix, mais c'était la voix du mari, en marchant d'un seul pas. Et s'il y avait un conflit dans ce couple, il était tranché à l'avance, puisqu'il y avait la prééminence du mari sur la femme dans un conflit qui était organisé. Donc c'est vrai qu'on avait l'idée que un couple, c'était ce qui avec deux ne fait qu'un, sous la direction du mari, aux conditions du mari, et que la femme, eh bien, pour bénéficier du statut de femme mariée, elle devait finalement s'appeler Madame, elle ne veut plus s'appeler Madame Martine Durand, mais devenir Madame, elle était née Martine Durand, mais elle devait devenir Madame Jacques Dupont. Vous voyez, et c'est des choses qu'on valorisait beaucoup, que la femme mariée prenait quelquefois dans son appellation jusqu'au prénom de son mari. Quand on disait Madame Jacques Dupont, oui. On trouvait ça dans les faire-part de décès. Et il fallait, et ça signifiait un idéal. Alors, avec l'égalité, on n'a plus voulu de cette conception du couple. Et cette conception du couple, elle a été remplacée par une autre, dans laquelle s'est investi, je pense, un point essentiel de l'égalité. C'est que l'égalité, ce n'est pas simplement plus de droits pour les femmes, plus d'opportunités, c'est le fait que la voix des femmes compte. Je pense, vous voyez, j'ai commencé en parlant de la personne comme l'interlocuteur possible, le fait qu'on apprend par le langage, etc. Mais un trait qui a toujours été essentiel aux sociétés traditionnelles, c'est qu'il y a une valeur du féminin, les femmes sont très aimées, etc. Mais leur voix ne compte pas comme celle d'un homme. D'ailleurs, on dit les femmes, elles piaillent, elles caquettent, elles gloussent. Il y a tout un tas de mots de basse-cour pour déprécier le langage des femmes et la façon dont elles s'expriment. Et je crois un point central de l'égalité, c'est conquérir le fait d'être une interlocutrice. Donc ce n'est pas simplement l'autonomie, c'est qu'on vous reconnaisse, comme on le fait ce soir. Je suis une femme que vous prenez au sérieux, vous écoutez, et qui va vous écouter dans très peu de temps. Et donc c'est important parce que cette conception du couple comme un duo, on va dire, voyez, c'est-à-dire un duo, c'est pas ce qui avec deux ne fait qu'un, c'est comme en musique, ce qui avec un et un fait deux. Et un duo, eh bien, on n'est pas censé, dans un duo, chanter la même chose. On peut chanter à deux voix différentes, mais il faut qu'elles s'accordent, il faut qu'elles s'écoutent. Et une des conséquences justement de ce duo, c'est que
cette nouvelle idéal du couple duo avec deux voix qui doivent s'écouter, on ne tranche pas à l'avance les conflits par la primauté du mari. Donc on ne peut plus accepter cela. Et donc plus l'idéal du couple duo se développe, plus on admet qu'il peut arriver que cet idéal de la conversation du couple avec deux interlocuteurs, qui est un idéal d'égalité, on ne fait pas forcément la même chose, mais chacun reconnaît l'autre comme interlocuteur. Il peut arriver que la conversation s'arrête. Il peut arriver qu'elle tourne à vide, qu'il n'y a plus de conversation, que les gens ne s'entendent plus, pas forcément qu'ils se disputent, mais qu'il n'y a même plus rien entre eux, etc. Et donc on admet aujourd'hui qu'une des conséquences de cette conception du couple duo, c'est la possibilité de rompre sans qu'il y ait de faute avérée, c'est le divorce par consentement mutuel, quand on ne s'entend plus. Donc une des conséquences, voyez, du couple duo, c'est aussi la liberté du divorce et de fait la fréquence aujourd'hui des séparations, qui est à peu près un couple sur deux susceptible de se terminer par un divorce, un mariage sur deux susceptible de se terminer par un divorce. Et vous voyez comment il peut y avoir un rapport complexe entre la promotion de l'égalité des sexes, la femme reconnue comme une interlocutrice, le couple duo, le fait que le couple ne restera pas ensemble quoi qu'il arrive, comme c'était le cas dans le passé, où le couple devait rester uni quoi qu'il arrive, même en cas de dispute, même si l'homme trompait son épouse, tentait plus, etc. Même si elle était battue, etc. Donc le mariage indissoluble, on n'en veut plus. Mais la conséquence, c'est la fragilité des couples, et c'est le fait que cette fragilité se traduit souvent pour les femmes par une situation très difficile d'un point de vue économique. Les femmes ont beaucoup plus à perdre que les hommes à une séparation. Elles se retrouvent très souvent dans une situation, elles ont plus souvent la garde des enfants, donc les hommes risquent plus de perdre le lien aux enfants, les femmes risquent plus de perdre économiquement et se trouver en tête d'une famille monoparentale dans laquelle un quart des enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est vraiment très important, vous voyez, de voir que l'égalité, ça ne monte pas d'un coup. Nous avons favorisé plus d'égalité, plus de liberté, mais nous avons maintenant les problèmes de cette nouvelle règle du jeu qui ne fait pas automatiquement de nous des égaux. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais m'arrêter là. J'aurais pas le temps de parler de nouvelles règles du jeu en matière de sexualité, mais si ça vous intéresse, on pourra aborder ça dans la discussion. En tout cas, pensez à ça. Une conception relationnelle de l'égalité, c'est une conception dans laquelle ce qui change, c'est la règle du jeu social, valeur de mixité qui remplace celle d'un espace masculin, d'un espace féminin, valeur d'interlocution et reconnaissance de la femme comme une interlocutrice de l'homme, et questionnement sur ce qu'on appelle même un homme ou une femme. Alors si je terminerai en disant quand même une chose importante, c'est qu'on a eu le sentiment ces dernières décennies qu'il y avait une adhésion de l'ensemble de la société à ces changements. Moi, j'appartiens à une génération qui peut ne pas être fière de tas de choses qui se sont passées. Je me dis quelquefois, ma génération, qu'est-ce qu'on a été capable de faire par rapport à la crise écologique, par exemple? Peut-être le bilan ne sera pas brillant. Mais il y a au moins une chose dont on peut être fier, c'est que la situation des femmes, elle est incomparablement meilleure aujourd'hui qu'elle n'était quand nous sommes nés. Ça, c'est sûr et certain. Et on peut en être fier, même si tout n'est pas réglé, et si on n'a pas établi clairement la nouvelle règle du jeu dans tous les aspects, dans tous les domaines. Mais en même temps, ce changement provoque des réactions assez fortes. Et ça, c'est un point important qu'il faut avoir en tête, que pendant longtemps, je n'avais pas, mais que j'ai aperçu avec d'autres, nous avons aperçu au cours des dernières décennies, c'est que ce mouvement provoque un tel trouble par rapport à des références traditionnelles qui étaient sécurisantes. Il y a un garçon, il y a une fille, chacun est différent, il y a une excellence de chaque sexe, ils vont être complémentaires, etc. Quand on remet tout ça en question, ça fait peur. On va dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Et beaucoup d'inquiétudes autour de ça, alors que j'ai essayé de vous dire non, on ne disparaît pas, mais ça se recompose de façon plus complexe.
Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des mouvements de crispation assez importants, de volonté de retour vers un ordre plus classique. Les religions, par exemple, hein, souvent valorisent un retour à un rôle masculin, un rôle féminin plus traditionnel, remettent en cause certains éléments d'émancipation des femmes. Vous voyez, le débat autour de l'avortement. On n'aurait pas imaginé, il y a 10 ou 15 ans, une telle contestation dans nos sociétés de ce rôle. Les théocraties autour de nous, dans le monde, qui développent une situation des femmes qu'on n'aurait jamais imaginé voir un jour. Ce qui se passe dans les pays où règne une dictature islamiste, par exemple, avec, comme en Afghanistan, des femmes à qui on interdit non seulement de parler les unes aux autres, enfin on en est là. Donc vous voyez, il y a des mouvements dans le monde qui sont très importants, très puissants, et il faut qu'on prenne conscience que c'est que l'égalité, donc, c'est une valeur importante, elle est complexe, elle nous met face à des nouveaux défis, mais il faut aussi être capable de la défendre, parce que l'égalité ne va pas se défendre toute seule, elle sera attaquée de multiples façons, de l'intérieur de nos sociétés par des réactions qu'on peut dire masculinistes, donc Donald Trump incarne très bien cette réaction, et ça a été une raison de gagner les élections. Il faut quand même avoir ça en tête. Donc on a l'impression que c'est secondaire. Non, ça a été très important que justement ce nouveau discours d'hommes qui se sentent atteints dans leur être par l'égalité des sexes puisse se développer autant. Hein. Et donc, et c'est important, et aussi des critiques venues de l'extérieur. Donc l'égalité des sexes, nous n'en sommes qu'au tout début. Moi, je pense que c'est un idéal qui est à peine vraiment à l'échelle historique en train de se mettre en place. Il y aura beaucoup de défis à relever, mais il faut avoir conscience que ça met en jeu tout le système de l'organisation de la règle du jeu social, et il faut l'avoir en tête pour comprendre les dilemmes dans lesquels on se trouve. Merci.